Je crois vraiment que la vie, elle n'est pas linéaire et qu'il y a en permanence des cycles, mais qu'on va toujours vers plus haut, en fait. On va vers la lumière. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Lallet, fondatrice de Talent et Impact, entrepreneur de l'ESS, coach, recruteuse, mais surtout femme en chemin, habitée par la question du sens et de la transformation. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Thierry. Alors Emmanuelle, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui parce que quand on regarde ton parcours, il incarne vraiment pleinement la promesse de ce podcast, c'est-à-dire celle de la transformation. Tout d'abord comme chemin de survie, puis comme choix conscient et enfin peut-être comme un engagement au service des autres. Ton histoire raconte comment on peut partir de la violence, de la rupture, du chaos parfois, pour aller vers l'alignement, la vie et une contribution plus juste. Alors laisse-moi le retracer, ce parcours. Tu grandis à Asnières, au sein d'une famille nombreuse, 5 enfants, pris entre 2 héritages très contrastés. D'un côté, une lignée modeste d'agriculteurs corréziens, marquée par l'ascension sociale de ton grand-père, devenu énarque malgré la polio. De l'autre, un univers de haute fonction publique, d'exigences intellectuelles, de réussite attendue. Très tôt, les bonnes notes, la performance, l'excellence deviennent la norme pour toi, mais tu ne t'y reconnais pas. Très vite, tu sens que quelque chose cloche. Ton adolescence est marquée par une violence profonde, physique et psychologique. À 14 ans, ton corps dit stop. Tu entreprends une grève de la faim, 1 mois sans manger, puis 3 mois à l'hôpital, sans livre, sans musique, seul face à toi-même. Tu diras plus tard que c'est là que commencent tes premières expériences d'introspection. Une rage de vivre immense, une intuition vitale. Tu n'es pas folle, tu n'es juste pas à ta place. S'ensuivent des années de déracinement, placement en foyer, changement de lycée, regards qui ne comprennent pas. À 18 ans, tu quittes définitivement ta famille pour échapper à des violences répétées. Tu n'as pas de rêve tout tracé, pas de modèle, tu te construis seul au gré des rencontres, en avançant organiquement, comme tu le dis. Une expérience psychédélique fondatrice presque mystique t'aide à te désinhiber, à reprendre contact avec toi-même. Puis tu prends une année sabbatique avant d'entrer en droit à Assas, attiré par la justice, par la protection des enfants et par l'intérêt général. Tu adores tes études, tu pars sur le terrain au Bénin, à Madagascar, en Colombie. Ces expériences te bouleversent, te révoltent face à l'injustice, mais tu comprends aussi que cette colère, si elle n'est pas canalisée, pourrait te consumer. Le fil rouge se précise, l'humain, toujours l'humain, et ce besoin viscéral de te sentir utile. Tu t'orientes vers les RH en 2009, en pleine crise financière. Tu rejoins Michael Page, tu y entres à reculons, tu en ressors transformé. Pendant 7 ans, tu gagnes en confiance, en puissance, en légitimité. Et puis en 2011, tu vis un drame cruel. Ta sœur Camille se suicide. Elle qui se taisait quand toi tu hurlais. Ce drame est un basculement. Tu prends alors une décision fondatrice, choisir ta vie et l'honorer chaque jour. Tu entames un profond travail sur toi pour ne plus avoir honte de qui tu es. La maternité arrive en 2013. Ta fille Mao, dis-tu, t'envoie sur Pluton et te guérit. Tu te sépares, deviens maman solo, tu voyages, tu explores, puis tu quittes Michael Page pour chercher plus de collectif, plus de cohérence. Start-up, 360 learning, retour en cabinet, coaching, CNV, rencontre décisive. Et puis il y a ce discours de Cyril Dion, ce militant écologiste, à un événement de Ticket for Change qui prononce cette phrase qui te percute. On n'a pas le temps d'attendre, c'est maintenant que ça se passe. Le Covid agit comme un révélateur brutal. Un conflit éthique majeur te fait comprendre que tu ne peux plus contribuer à un système désaligné. La forêt, la nature, le silence t'aident à écouter ce que tu sais déjà. À l'été 2020, tu fondes Talent et Impact, entreprise de l'ESS et société à mission. Tu accompagnes aujourd'hui les dirigeants, dirigeantes et organisations engagées, convaincus que la transformation collective commence toujours par la connaissance de soi. Tu dis avec beaucoup de justesse, tu n'entreprends pas pour devenir riche, mais pour t'aligner tête, corps et cœur, et pour vivre au plus près de tes valeurs, au milieu de la nature, en lien avec le vivant. Emmanuelle, ton parcours est un chemin de reconquête, celle de la dignité, de la liberté, de la vie, un chemin où chaque épreuve devient matière à conscience et chaque transformation personnelle un levier d'impact pour les autres. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour explorer avec nos auditrices et nos auditeurs comment on transforme la survie en choix et le choix en engagement. Bienvenue sur le chemin, Emmanuelle. Merci Thierry. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à mon habitude, j'ai envie de te faire réagir sur ce parcours, ce chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens à la réécoute de ce parcours?
De l'émotion forcément. C'est la première fois que je parle de tout ça, donc certainement que les personnes qui me connaissent, vont pour beaucoup être assez étonnées. Et en même temps, assurément la personne que je suis, c'est aussi la personne qui a vécu tout ça. Et je crois, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, je suis profondément émerveillée par le pouvoir de transformation que nous avons chacune et chacun en nous. Et probablement que si je le suis autant, c'est que je l'ai vécu. Ouais, absolument. Est-ce que toi, tu l'imaginais ce chemin, en fait, quand tu le réécoutes comme ça? Est-ce que tu l'envisageais de cette manière-là? Je dis souvent que je n'aurais pas pu rêver la vie que j'ai aujourd'hui. Donc je me sens très privilégiée de pouvoir être à cet endroit aujourd'hui avec tout ce que j'ai vécu. Et j'ai parfois bien sûr du mal à me dire toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et en même temps, je m'en souviens très bien de ces étapes. Mais oui, non, c'est sûr que j'ai jamais imaginé que j'en serais là aujourd'hui parce que je l'ai pas imaginé au sens propre du terme. Ah, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser qui me brûle un peu les lèvres, c'est que, à quel moment tu dirais que tu as senti que tu étais en train de passer du mode, survie à finalement une vie plus choisie? Mmh. Je dirais je pense que ça s'est fait malgré tout progressivement. Je me suis plongée dans les études de droit. Quand j'ai commencé le droit, moi, je pensais que j'étais pas capable de travailler plus de 2 heures d'affilée et je me suis passionnée par les études et du coup, je me suis vraiment enfermée pendant 5 ans. Donc, je pense que j'étais quand même encore un peu en survie parce que quand on s'enferme pendant 5 ans, on peut pas dire qu'on est vraiment dans la vie. Mais pour autant, j'ai commencé à me passionner à certains sujets et puis, je pense que véritablement mon premier job a été, extrêmement transformateur, tu l'as dit dans ta présentation. J'ai été, embarquée dans cette énorme machine qu'est Michael Page et je leur, en suis, reconnaissante, énormément puisque de fait, ils m'ont, extrêmement bien formée et que j'ai vécu moi-même un processus de transformation. Je suis entrée, j'osais à peine demander la monnaie dans un magasin et assurément quand on fait ce métier, il faut aller bien plus loin que ça. Ouais. C'est en même temps assez paradoxal parce que tu te dis effectivement cette grosse machine qui est assez normée, assez structurée, avec des process établis. Comment en fait elle peut agir comme un révélateur de toi-même parce que justement elle a plutôt tendance à standardiser Mmh. qu'à laisser les gens exprimer leur potentiel. Donc comment tu réconcilies ces 2 points-là? Probablement que si j'avais passé toute ma vie chez Michael Page, je pourrais pas tenir ce propos-là et j'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que si je peux le dire aujourd'hui, c'est que j'y suis passée et ça m'a permis de débloquer certaines choses et qu'à un moment donné, je me suis bien rendu compte que j'étais arrivée au bout de l'histoire et d'ailleurs, pendant plusieurs années, j'avais la sensation que j'allais partir dans pas longtemps puisque je me suis jamais reconnue dans les valeurs. Pour autant, on m'a jamais demandé de faire des choses contraires à mon éthique et c'est ce qui a fait que j'ai pu y rester. Et j'ai tellement appris, grandi, évolué que j'ai pris tout ça. Et le jour où j'ai senti que j'étais arrivée à un palier où le poste d'après m'intéressait plus et donc j'avais cessé la courbe d'apprentissage, j'en suis partie. D'accord. Mais tu as dit il y a des choses qui ont permis de me révéler un petit peu, ça a été quoi en fait? Est-ce que tu as un exemple concret? Ouais. Tu entres chez Michael Page, tu as d'abord 2 semaines de formation hyper intensive sur tout un tas de sujets et puis 1 mois plus tard, on te met une journée avec une coach, seule avec une coach qui va t'apprendre à décrocher ton téléphone et à prendre des rendez-vous. D'accord. Et donc, tu as préparé cette journée avec un fichier de prospection et moi, le commercial, c'était la science-fiction, hein. J'ai fait des études de droit donc et cette journée, je me révèle. Je prends 30 rendez-vous, le record absolu du cabinet et du coup, ça a débloqué des choses et donc en fait, tu prends 30 rendez-vous et donc tu te retrouves à faire 30 rendez-vous ensuite auprès de patrons d'établissements financiers alors que j'ai 24 ans et que je comprends pas vraiment, de quoi, il s'agit. Et donc en fait, c'est l'épreuve de la réalité, forcément, Mais est-ce que tu dirais que ça t'a permis d'apprendre une nouvelle compétence? Ou est-ce que ça a simplement, comme tu l'as dit, débloqué quelque chose qui était en toi, qui n'était pas actualisé en fait? On n'avait pas libéré le potentiel et ça t'a permis vraiment de libérer qui t'étais vraiment? Ou est-ce que c'est simplement une nouvelle compétence qui est venue s'ajouter à celle que tu avais déjà? non, je pense en effet que ça m'a permis de contacter quelque chose d'assez inné, mais que j'avais jamais, développé. Moi, j'ai souvenir d'un stage, où j'avais pas été prise parce qu'on m'avait fait passer un test de personnalité. On m'avait dit que j'avais aucun leadership et aucun esprit d'initiative. Bon, quelques années plus tard, je souris forcément puisque je les avais, mais sauf qu'en fait, mon contexte familial, scolaire ou autre m'avait pas permis de le développer. Ouais. Donc peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, l'idée c'est de donner une chance aussi à des expériences qui sont peut-être parfois assez éloignées de nos centres d'intérêt ou de nos centres d'énergie, a priori, mais qui peuvent être des révélateurs
révélateur quand on les vit? Oui, alors, si j'ai rejoint Michael Page, même si en effet, au départ, quand, on m'a contactée, j'étais assez sceptique. Néanmoins, quand j'ai passé les entretiens où on m'a mis en avant du retour sur investissement, de l'évolution, un système méritocratique, moi, j'avais été beaucoup en stage dans des grosses boîtes et je m'étais rapidement rendu compte que c'était sans doute pas fait pour moi. Moi, j'avais besoin de voir l'utilité de mon travail et dans une grosse boîte, c'est moins facile. Donc, il y a quand même des choses dans lesquelles je me suis reconnue en choisissant de les rejoindre. Justement, en parlant du chemin, est-ce que toi, tu peux nous raconter comment tu as pris conscience finalement de ce potentiel de transformation et comment tu as procédé pour trouver ce chemin, cette ligne de crête qui t'a mené jusqu'à ici? Ouais, un long chemin en effet et à chaque fois qu'on arrive, à un sommet, on a l'impression que c'est fini. Bon, maintenant j'ai compris qu'en fait le chemin ne s'arrête jamais. Ouais, c'est le chemin qui compte, pas la destination. Exactement, c'est le chemin qui compte. Je pense que vraiment Michael Page, j'y ai passé 7 ans et puis cette année où il s'est passé pas mal de choses parce qu'en effet j'ai perdu, ma sœur et j'ai eu un divorce, pendant, ces 7 années. Bah, du coup en parallèle, j'ai eu des accompagnements, thérapeutiques qui m'ont bien sûr, aidée. Quand je quitte, Michael Page, j'entre en start-up, je vis une aventure incroyable et en même temps, je me rends bien compte que, moi j'ai besoin de vibrer au quotidien pour ce que je fais. Ce qui m'amène du coup à retourner en cabinet ensuite. En fait, à chaque fois qu'il y a des choses qui coincent, quand je parle de choses qui coincent, c'est, typiquement, chez Badenoch & Clark, on me propose d'entrer au comité de direction et je dis: «Oui» et en même temps, je suis pas quelqu'un de politique. Aidez-moi à devenir quelqu'un de politique et là, du coup, on me propose un coaching et je démarre ce coaching et puis moi, j'avais, la sensation que j'avais des enjeux de communication parce que bien souvent, entre ce que j'avais l'impression de dire et le message qui était perçu, il y avait un décalage. Et là, ma coach me fait découvrir la communication non violente, qui a été un élément aussi extrêmement, déterminant. Et donc en fait, c'est, probablement un tempérament d'exploratrice. Quand un truc coince, quand je comprends pas quelque chose, je vais creuser pour, mettre de la lumière. Ouais. Et comment à ces, je dirais carrefours de chemin, tu savais quelle direction prendre? Tu as parlé, ça vibrait ou ça vibrait pas. Est-ce qu'aussi tu t'écoutes profondément, voir, ton corps? En fait, quelque chose que j'ai appris, en interviewant beaucoup de personnes sur ce podcast, c'est que le retour au corps, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup, rationaliser, mentaliser, savoir ce qui se passe là-haut et en n'écoutant pas, ce que nos corps ont à nous dire et les symptômes qu'ils renvoient. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Est-ce que Clairement. Ouais, ouais, moi je sais et je pense que très jeune, même inconsciemment, j'ai pris conscience que mon corps savait, souvent bien mieux que mon mental et donc je pense que j'ai un accès privilégié D'accord, à cet instinct, ouais. où en fait je sens enfin l'élan, il est là ou il est pas là. Mais quand il y a de l'élan, je pars tout de suite. Et pour celles et ceux qui n'ont pas ce contact privilégié que toi tu peux avoir avec ton propre corps, qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller pour justement se mettre plus à l'écoute, d'eux-mêmes? Oui, oui, moi, ça fait partie vraiment de mes conseils quand j'accompagne les personnes sur leur chemin. Mmh. Parce qu'en effet, l'Occident nous a conduits à vraiment beaucoup développer le mental. Mmh mh. Donc typiquement, quand on est, sur une opportunité professionnelle, on va faire les plus et les moins. Bon, c'est très bien de faire les plus et les moins. Ouais. Et une fois qu'on les a fait, moi, mon conseil, c'est de dire: «OK, maintenant, essayez d'aller à vos sensations corporelles». Comment on fait? Imaginez-vous dans telle situation. Qu'est-ce que vous ressentez? De la fatigue, une douleur, de l'énergie? Parfois, il se passe rien, mais s'il se passe rien la première fois, réessayez Ouais. et en fait, quand on sort d'un entretien, je sors d'un entretien en ayant de l'énergie ou en étant épuisée Ouais. et en fait, ça, c'est le corps qui se manifeste, Mmh. c'est pas le mental qui donne quelque chose. Complètement. Est-ce que toi, au cours, de ce parcours, tu as développé des rituels, des pratiques? Tu parlais de CNV à l'instant. Ou est-ce que tu as fait des rencontres qui ont été finalement déterminantes dans ta transformation et t'aident aujourd'hui à rester aligné? Bien sûr, plein de rencontres. Je dirais qu'un des outils qui m'a le plus transformée, c'est, l'énéagramme que j'ai découvert en janvier 2020 et je l'ai beaucoup approfondi. Mmh. Tu peux nous en dire 2 mots, en fait, pour ceux qui connaissent pas nécessairement Ouais, bien l'énéagramme? sûr. Ouais. Donc l'énéagramme, c'est un outil ancestral qu'on retrouve dans toutes les cultures, donc aussi bien chez les soufis que dans la Kabbale et chez les chrétiens, qui a été transmis à l'oral jusqu'aux années 70, donc on n'a pas d'écrit avant les années 70 et aujourd'hui, c'est développé par, certaines écoles. Basiquement, parce que c'est très complexe, c'est un outil de connaissance de soi et de compréhension des autres qui propose un modèle où on aurait 9 lunettes différentes pour regarder le monde. Moi, j'aime pas du tout être enfermée dans une case, être enfermée dans un numéro, donc j'étais un peu sceptique au départ. Et en effet, je pense qu'on réalise pas à quel point on peut avoir des lunettes si différentes pour être au monde et à quel point ça influence ce qu'on va vivre dans notre monde, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a énormément aidée à la fois à mieux me comprendre, mais aussi à mieux comprendre mes proches, les personnes que j'accompagne.
Quand on trouve quelqu'un d'un peu bizarre, bien souvent, il est pas si bizarre que ça, il est simplement dans son champ de cohérence et donc je trouve que c'est aussi un merveilleux outil pour, aller à la rencontre de l'autre et se connecter à l'amour de l'humanité. Et au-delà de l'énéagramme, est-ce que tu as, toi, des rituels, des pratiques quotidiennes? Oui, alors moi je fais beaucoup de sport, donc j'ai vraiment besoin d'avoir une pratique sportive et donc ça passe par, de la course, par, du vélo, par, de la piscine et du tennis. Ouais, Donc plutôt des pratiques assez intenses. Moi j'aime bien me défouler. ouais, 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 ouais. Et puis, ça fait maintenant 5 ans que j'habite à la campagne et donc les marches en forêt, ça fait aussi partie de mon hygiène. Alors pas quotidien, mais au moins 2 fois par semaine. Ouais, contact de la nature et pratique sportive. Toi, j'imagine, pendant ton chemin et je l'ai dit en introduction, tu as rencontré pas mal de moments de doute, d'incertitude, des jugements, des critiques vraisemblablement. Comment toi, tu as pu, adresser tout ça et en fait, dépasser ces moments-là? J'ai bien sûr, c'est vrai, beaucoup douté et en même temps, je crois que j'ai toujours eu au fond de moi quelque chose d'assez inexplicable ou inexpliqué, mais qui m'a fait croire en fait, donc un instinct de survie ou quelque chose qui m'a aidé à, toujours avancer, jamais baisser les bras. C'est comme ça que je l'explique. Donc tu dirais que tu as ça en toi, mais tu as pas développé des pratiques ou des choses qui te permettent fondamentalement, dans ces moments de doute, d'incertitude, d'ambiguïté, de rester, aligné, de continuer à avancer malgré, l'adversité, malgré la difficulté. Est-ce que ton chemin t'a, confronté quelque part à des pratiques qui t'ont été utiles, Je vais prendre un exemple. Quand en 2020, on est, tous confinés, moi en l'occurrence, je choisis de me confiner à la campagne. J'étais maman célibataire, et je me dis: il va sans doute falloir que je quitte, l'entreprise dans laquelle j'étais pour, les décisions stratégiques, prises avec lesquelles j'étais pas du tout alignée et j'ai vraiment ce souvenir de, 1 mois avant, je pensais et je me disais que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour moi, donc j'avais cette croyance-là. Mmh. Et là, en fait, je me dis: la seule possibilité, c'est que tu crées ta boîte, quoi». Et donc, j'ai vraiment ce souvenir d'aller marcher dans la forêt, de me réveiller aussi en pleine nuit en cogitant et de me dire: «Non, mais en fait, l'essentiel, tu l'as. Au pire, tu retrouveras un autre boulot. C'est OK, quoi». Et donc, oui, j'ai eu ces doutes, j'ai eu ces questionnements et en même temps, en fait, on a le droit de se tromper dans la vie. Et d'ailleurs, se tromper, ça fait partie du chemin Ouais. et c'est des erreurs qu'on apprend le plus. Moi, entre Michael Page et Badnoch and Clark, j'ai eu 3 boîtes différentes en 1 an et demi, où à chaque fois j'ai vécu des épreuves, hyper confrontantes et en même temps, je suis certaine que si j'ai pu avoir cette trajectoire-là, c'est parce que je suis passée par ces épreuves. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis finalement, ne pas perdre de vue, l'essentiel et quand tu parles d'essentiel, j'imagine que tu fais référence à, être en bonne santé, avoir une famille qui te permet de rester équilibré, d'avoir, ces éléments d'équilibre avec toi et se dire que finalement, ce qui nous arrive au quotidien, c'est peut-être des péripéties, mais qui n'impactent pas l'essentiel. Après bon, la difficulté, c'est quand l'essentiel commence à être affecté, là, c'est Bien sûr. plus difficile et toi, tu l'as vécu également donc peut-être, dans ces moments, ultra difficiles où l'essentiel est, touché, comment toi, tu as pu, conserver, le cap? En fait, je crois profondément qu'il y a le flot de la vie, en fait. La vie, elle continue et donc soit on est embarqué dans le flot de la vie, donc on se branche à la vie, soit on se débranche et moi, j'ai choisi de rester branchée à la vie. Alors, bien sûr, il y a eu des moments, difficiles où on doute ou, des grands moments de solitude, vraiment de solitude et en même temps, ça passe, quoi. Ouais. Ça finit toujours pas passer et on le dit aussi, parfois, il faut toucher le fond pour pouvoir, sortir. Là, Ouais. en fait, je crois vraiment que la vie, elle est pas linéaire et que, il y a en permanence, des cycles, mais qu'on va toujours vers plus haut, en fait, on va vers la lumière. Ouais, ce concept d'impermanence, en fait, dont tu parles, il est réel, il est avéré, mais c'est vrai que quand on est dans des moments, très difficiles, que toi tu as vécu de deuil, de séparation, de difficultés, personnelles, professionnelles, parfois tout ça, on a du mal à vraiment en prendre conscience et on est plutôt dans le moment, on est un peu myope, on voit pas la big picture comme on dit. Donc toi, comment tu fais, pour, essayer encore une fois de maintenir ce cap, quoi, malgré l'adversité? Je pense que dans ces moments-là, en fait, un peu plus de la même chose donne un peu plus du même résultat et donc c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire un pas de côté pour essayer de sortir? Donc ça peut être, partir, à la campagne, Ouais. ça peut être, aller à la rencontre de personnes qu'on connaît pas, ça peut être juste demander de l'aide, en fait, pour pas être tout seul. Parfois, on n'ose même plus demander de l'aide. Mmh. Mais oui, en fait, c'est parfois des toutes petites choses, mais qui permettent simplement de remettre un peu de couleur dans la vie. Moi, je suis convaincue que les plaisirs simples de la vie sont les plus importants Mmh. et pour moi, ça passe vraiment par le lien, la connexion à l'autre et le déplacement.
Je pense que moi, j'ai un besoin de déplacement aussi et donc trouver une manière de sortir physiquement de cet état. Ouais, ce que tu disais, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc si tu fais la même chose, vraisemblablement, tu vas rester dans la même situation. Donc tenter des choses, quoi, Mmh. et faire un pas de côté, faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, se faire accompagner, ça peut vraiment aider. Oui, et je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a énormément de soutien. La santé mentale, c'est devenu cause nationale et ça passe pas forcément par des dispositifs médicaux, mais en tout cas, le simple fait de pouvoir sortir de son cadre de vie pour essayer d'aller trouver de la lumière ailleurs, je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités. On l'a vu, tu as subi de multiples transformations, soit voulues, soit subies, précisément. Quel impact, toi, tu dirais, cette transformation, elle a eu sur toi, en premier lieu, mais également sur les autres, dans tes différents rôles de mère, de leader, d'entrepreneur, sur les personnes que tu accompagnes aussi? Je pense sur moi déjà, je me suis jamais sentie aussi, alignée avec moi-même et cette sensation aussi de pouvoir être pleinement moi-même, c'est-à-dire sans avoir peur de prendre trop de place, dire un truc qui dérange, enfin, je me suis aussi révélée à moi-même et encore, récemment avec l'entrepreneuriat, je te disais tout à l'heure que j'avais cette croyance que c'était pas fait pour moi et en fait, je me suis rendu compte que c'était évident pour moi. Mmh. Ce qui montre aussi à quel point les croyances peuvent nous limiter et donc merci au Covid, de m'avoir permis de sauter ce pas-là. Les enfants sont des maîtres et donc j'apprends énormément aussi avec mes 3 enfants. Bien sûr, tous les 3 très différents et je pense qu'entre la maman que j'ai été pour ma première fille et celle que je suis aujourd'hui, je suis certainement beaucoup plus posée et détendue et je vois bien que dans mes accompagnements, le message qu'on me renvoie souvent, je pense que ce chemin de vie m'a quand même donné beaucoup de confiance et j'ai beaucoup confiance du coup, dans les autres et parfois peut-être même plus que ce qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes et donc je pense que ça m'aide aussi à donner de l'énergie et de la confiance parce que je suis, profondément convaincue qu'on est tous capables, que bien souvent on a des saboteurs internes qui nous empêchent, Mmh. mais qu'en fait, si on a envie et sans se faire violence, mais en fait c'est, oser aller à la découverte de soi sans savoir ce qu'on va y découvrir mais je pense qu'il y a que du beau à découvrir. Donc c'est vraiment, aller vers la lumière et je pense que mon métier me permet ça aussi, d'accompagner les personnes sur leur chemin. Il y a régulièrement des personnes qui me disent, «J'ai peur que si je fasse ce choix-là, ça me permette pas ensuite de faire ça» et donc qui ont projeté des carrières à 10 ou 15 ans et moi je crois au contraire qu'on peut toujours changer de, chemin à partir du moment où on sait pourquoi on le fait et qu'on choisit et qu'on n'est pas là pour faire plaisir à ce que d'autres, nous ont conseillé de faire, quoi. L'injonction. Ouais, exactement, ouais. Justement, si on peut double-cliquer un instant sur ce point qui revient assez fréquemment, celui des croyances limitantes, ces pensées qui nous limitent finalement dans notre capacité d'évoluer et de se rapprocher de qui on est vraiment. Est-ce que toi, en tant qu'accompagnante, tu peux nous donner quelques trucs sur la manière de dépasser ces pensées, ces croyances limitantes? Déjà en coaching, enfin, c'est vraiment quelque chose qui se travaille très facilement. Alors on dit souvent qu'une croyance, il faut pas la supprimer. Donc l'idée, c'est plutôt de la faire évoluer pour qu'elle puisse être moins limitante, voire même devenir une ressource. Donc c'est comment est-ce qu'on transforme une croyance et ensuite moi, à titre perso, je pense que je les ai fait, évoluer, par, l'expérience quoi, en faisant. Ouais, et pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être juste un petit truc qui pourrait activer la première étape pour dépasser ces croyances limitantes, ça serait quoi? De réfléchir au premier petit pas. Parfois, c'est, juste, oser passer un coup de fil qu'on n'a jamais osé faire, ça peut être, se donner, pour objectif, si on aime bien les objectifs, d'avoir, tous les jours ou toutes les semaines une action, Mmh. sur quelque chose qui nous fait peur et en fait, on se rend compte que, bien souvent, la peur prend beaucoup plus de place que, la réalité Ouais. et donc voilà, c'est important de pas choisir des choses qui sont trop grosses, trop difficiles parce Ouais. que le risque, c'est du coup de pas y arriver et de pas nourrir le processus de confiance, mais vraiment par des petits pas, des petites choses. Baby steps. Ouais, On dit, exactement, baby steps. commencer petit et effectivement et voir la transformation progressivement et j'aime bien ce que tu dis, on va pas éradiquer instantanément une croyance limitante, mais on peut la transformer par la réalité. C'est-à-dire qu'en essayant des choses, on voit que finalement cette croyance, elle est pas justifiée Mmh. et donc se convaincre soi-même qu'on est capable et qu'on peut dépasser cette limite. Oui, tu voulais rajouter quelque Oui, chose? en fait, j'allais dire parce qu'il y a récemment en coaching, j'ai accompagné une personne, qui avait comme croyance limitante: «Choisir, c'est renoncer». Donc je pense que c'est une croyance que pas mal de personnes peuvent avoir et quand je lui ai dit: «Je te propose qu'on puisse travailler dessus», elle était hyper sceptique. Enfin, pour elle, choisir, c'est renoncer. Non, mais c'est en fait, c'est presque pas une croyance, c'est une réalité, en fait C'est ouais. et c'est le problème des croyances, c'est que parfois on pense que c'est une réalité et en fait, elle a réussi à se la réapproprier et c'est devenu choisir,
c'est avancer. Mmh. Voilà comment on peut ramollir une croyance. Donc le fameux reframing, où on change la vision sur une croyance et on la transforme et on en fait une force. Excellent. Quel conseil, toi, t'aurais à donner, Emmanuel, à quelqu'un qui cherche à entamer son chemin de transformation, qui sent qu'il n'est pas vraiment à sa place et qui souhaite se rapprocher de lui-même? Donc c'est bien sûr éminemment personnel, ça dépend d'où on part, de tout un tas de choses. Moi, je pense que quand on a la sensation de pas être à la bonne place, il y a aujourd'hui beaucoup d'écolieux qui existent et qui proposent des stages de 2 jours, de 3 jours. Ça peut être juste de la méditation et du yoga. Et le simple fait, déjà, de changer d'endroit pour prendre du temps pour soi, du temps d'intériorité, pour moi, c'est aller vers des sujets d'intériorité. Ça peut être l'énéagramme si ça vous a donné envie d'en savoir plus, mais c'est aller à la découverte de soi parce que la réalité, c'est que ce qui va permettre aux personnes de se sentir à leur place, c'est d'avoir compris qui elles sont pour réussir à s'ajuster. Ouais, donc on revient à l'essentiel, le connais-toi toi-même pour savoir quels sont nos besoins fondamentaux, nos attentes, et puis essayer de les satisfaire. Exactement. Est-ce que toi, avec le recul, si tu regardes un petit peu le chemin parcouru, tu ferais des choses différemment aujourd'hui? Je pense pas. Je fais partie de ces personnes qui ont peu de regrets, voire pas de regrets, parce que chaque épreuve m'a appris quelque chose. Et même si je suis quelqu'un qui décide vite, j'ai l'impression que je réfléchis quand même toujours avant d'agir et que du coup, j'assume mes choix. Donc une bonne manière de ne pas regretter les choses, c'est peut-être de réfléchir avant d'agir? Ah oui, ça c'est sûr. Réfléchir avant d'agir, c'est important, ouais. D'accord. Mais pas trop non plus, parce que parfois la réflexion peut inhiber l'action et Ouais. il faut aussi écouter nos émotions, Ah non, mais c'est ce que le sûr. corps a à nous dire, le cœur également, et pas seulement la tête. C'est pour ça que quand je dis que je décide vite, c'est qu'en fait, moi, j'ai un corps qui me parle. Et donc, en fait, j'agis vite. J'agis vite, mais en ayant interrogé tout ça. Ouais. Très bien. À quoi ça ressemble la suite du chemin, Emmanuel, pour toi? Est-ce que tu l'as déjà imaginé? Bah non, du coup, moi, j'imagine Ouais. pas mon chemin. C'est ça D'accord. je suis vraiment beaucoup dans l'instant présent depuis toujours. Et donc, c'est marrant parce que j'accompagne des personnes sur leur chemin, que un certain nombre de ces personnes ont besoin de se projeter à 10 ou 15 ans. Et comme moi, j'ai jamais été capable de me projeter à 10 ou 15 ans, je suis forcément pas la bonne personne pour ça. Je sais pas répondre à cette question, si ce n'est que je vais continuer à être dans une écoute sensible et attentive à ce qui est juste pour moi, ce qui me donne de l'énergie, à ce qui permet de terminer mes semaines épanouies. Et donc, c'est ça qui va guider mon chemin. D'accord. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu t'es vraiment rapproché de qui t'es profondément, ou est-ce qu'il y a encore un peu d'écart entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, cet alignement en fait qui nous permet d'être heureux et épanoui? Non, j'ai vraiment cette chance d'avoir aujourd'hui un quotidien pro-perso qui me permet d'être dans une grande justesse par rapport à tout ça. Et en plus, je pense que mes clients, les candidats que j'accompagne, apprécient ça aussi, en fait. Savoir dire non quand c'est pas moi ou quand c'est pas le bon moment ou en expliquant pourquoi je dis non. Et ça a été une de mes boussoles. Quand j'ai lancé Talent et Impact, la première mission que j'ai refusée, et c'était pas facile, je me suis dit, non mais attends, si je prends cette mission, ça va me prendre tellement d'énergie et je choisis d'entreprendre pour kiffer. Et c'est une super boussole. Excellent. Le kiff est ma boussole. Je retiens ça. Ça sera certainement l'exergue du podcast. Est-ce que, Emmanuel, toi, tu veux nous parler de ton actualité? Est-ce qu'il y a une information ou un sujet qui te tient à cœur qu'on n'aurait pas abordé pendant cette discussion? On arrive bientôt à la fin de notre conversation. Il y aurait beaucoup de choses à... Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est sûr que je pense comme la plupart des personnes aujourd'hui, je suis bien sûr très touchée par tout ce qui se passe dans le monde et y compris en bas de chez nous. Donc Talent et Impact va continuer de se développer. On est en train de refaire notre site internet pour qu'il reflète mieux qui nous sommes. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots de Talent et Impact? Oui, donc Talent et Impact, on fait principalement de la chasse de tête de dirigeants pour des organisations engagées. 50% d'assos, fondations, ONG et 50% d'entreprises à impact, de fonds impact. On le fait, je pense, avec un positionnement un peu différent, assez convaincu que ce qui fait le succès d'un recrutement, c'est pas les compétences, c'est avant tout une histoire de personnes et de bonnes personnes à faire se rencontrer. On peut recruter la personne la plus compétente de la Terre et que ce soit un fiasco. Soi-même, on peut prendre un job sur lequel on est 300% compétent en prenant absolument aucun plaisir. Donc, ce qui crée de la magie dans une organisation, c'est alchimique. Et donc, c'est vraiment ce qu'on soutient avec Talent et Impact. Alléluia. J'aimerais que plus de recruteurs t'entendent. Ah oui, enfin, pour moi, c'est essentiel. Et le nombre de candidats qui me rencontrent en me disant « mais c'est la première fois qu'on me regarde comme une personne et pas comme un CV ». Et je me dis « waouh, mais c'est terrible !» C'est vraiment Je terrible. pense que tu es l'exception et ce que tu décris est malheureusement plutôt la norme. Ouais. Donc, mais bon, moi, je sais pas faire autrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que mes clients me choisissent pour ça. Et régulièrement, j'ai des clients qui me disent « mais Emmanuel, si on avait vu
le CV, on n'aurait pas reçu la personne. Et donc, du coup, une fois que je fais ça, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que j'aide les organisations à faire évoluer leurs pratiques RH et managériales, sinon j'allais pas au bout de la logique. C'est pas tout de recruter autrement, mais ensuite, il faut fonctionner autrement. D'où le fait que j'ai développé des activités connexes telles que le coaching. Et j'ai la chance, en plus, du coup, d'accompagner uniquement des personnes et des organisations engagées. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça met du baume au cœur. Certes. Alors Emmanuel, c'est pas tout à fait fini parce qu'avant de se quitter, je vais te soumettre à une tradition que j'appelle les questions mitraillettes. Et l'idée, ça va être pour toi de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Allez, je suis prête. Ok. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Sophie, mon amour. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Je vais dire les 5 regrets des personnes en fin de vie. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Je n'écoute pas de musique en boucle, mais j'écoute de la musique en boucle. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Mes enfants. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Je voulais être juge pour enfants. Comment commences-tu ta journée? Je commence ma journée avec une tasse de thé. Quel talent aimerais-tu avoir? J'aimerais développer, avoir des talents artistiques. Quelle est ta plus grande force? Ma volonté, Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? rencontrer des personnes. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Faire du sport. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? J'aurais aimé savoir que on n'est pas tous faits pour aller dans des grosses boîtes et que c'est en se découvrant soi-même qu'on peut trouver le bon chemin. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'injustice, Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? l'amour. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Waouh! Comme une personne sensible, généreuse et attentionnée. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Le mien. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Mais c'est déjà ce que je sais. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? Qu'elle est merveilleuse, formidable et qu'elle va avoir une vie extraordinaire. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Mathieu Dardaillon, bien sûr, qui d'ailleurs a eu une place très singulière dans ma vie et sur mon chemin. Ok, on arrive à la fin de notre conversation. Emmanuel, merci beaucoup Merci, pour ce Thierry. témoignage authentique, inspirant et bon retour et bon chemin à toi. Merci beaucoup Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Emmanuel. Premièrement, nous cherchons souvent des réponses uniquement dans le mental. Mais notre corps sait bien avant nous ce qui est juste. Plus nous apprenons à écouter nos sensations, plus nous nous rapprochons de notre propre chemin. Deuxièmement, nous avons tendance à croire que nos peurs disent la vérité. Pourtant, la peur prend souvent beaucoup plus de place que la réalité. Se transformer ne demande pas toujours un grand saut. Parfois, un simple baby step suffit à fissurer une croyance limitante et à ouvrir un nouveau possible. Troisièmement, quand tout s'effondre, notre réflexe est souvent de nous crisper ou de faire un peu plus de la même chose. Mais les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Dans les périodes difficiles, le salut vient souvent d'un pas de côté, demander de l'aide, changer d'environnement, marcher dans la nature, remettre simplement un peu de couleur dans la vie. Quatrièmement, nous passons parfois notre vie à vouloir correspondre à des attentes extérieures. Pourtant, l'alignement naît souvent quand nous arrêtons de faire plaisir et choisissons ce qui nous fait vibrer profondément. Comme quand Emmanuel nous dit « J'ai choisi d'entreprendre pour kiffer », cela devient alors bien plus qu'une phrase, une véritable boussole intérieure. Et enfin, nous croyons souvent que la vie devrait être linéaire, stable, maîtrisée. Mais la transformation est faite de cycles, de chaos, de recommencements. Même dans les périodes les plus dures, quelque chose continue de nous tirer vers l'avant. Comme le dit Emmanuel, on va toujours vers plus haut, on va vers la lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.